C'est Tani, j'ai 33 ans, je suis humoriste et je vais te parler de mon spectacle de stand-up. Est-ce que tu veux bien nous raconter ta vie? Où est-ce que tu es née? Où est-ce que tu as grandi? Alors, je m'appelle Tani, je suis née en région parisienne dans les années 90 et ensuite on a déménagé très rapidement en Normandie et donc j'ai grandi à Bernay, une petite ville de l'Eure, où j'étais une petite fille métisse avec deux grands frères. Mon père est guadeloupéen, ma mère est ch'ti. Je suis donc antillaise. Et donc, voilà, j'ai grandi en tant que petite fille métisse dans cet environnement qui était, ou en tout cas, je me suis sentie tout de suite assez différente. Pour la petite histoire, il y avait une autre petite fille qui était métisse à Bernay et on nous confondait tout le temps. Et donc voilà, j'ai des souvenirs en tout cas de moi qui même va chez le coiffeur et les coiffeurs sont complètement perdus parce que ma mère qui est blanche, donc quand elle prend le rendez-vous, elle dit bah voilà, je voudrais réserver pour s'occuper des cheveux de ma fille et les coiffeurs voient débarquer une petite fille avec des cheveux crépus et sont complètement perdus. Bref, ça c'est des événements un peu marquants de l'enfance. Donc ouais, enfance en Normandie. Après, on a déménagé en Touraine, donc j'ai fait mon collège et mon lycée à Tours. Et ensuite, je suis partie faire mes études d'ingénieur à Lyon. Et c'est là-bas que j'ai commencé le théâtre d'improvisation. J'ai découvert ça. J'ai tout de suite eu un coup de cœur pour cette discipline. Et donc voilà, et ensuite quand j'ai fini mes études et que je suis arrivée à Paris pour travailler, je me suis tout de suite dit je vais m'inscrire dans une troupe d'impro pour continuer parce que voilà, c'était vraiment un espace où je me sentais bien, où j'avais envie d'explorer justement aussi qui j'étais parce que ce que j'ai pas dit c'est que quand j'étais petite j'étais quelqu'un de très timide. Et la scène, se redécouvrir sur cet espace m'a permis d'être voilà, plus à l'aise, plus en confiance. Et donc voilà, et donc je suis arrivée à Paris pour travailler et en faisant du théâtre à côté. Et quelques années plus tard, j'ai découvert le stand-up. Et comme moi, c'est vrai qu'en impro, j'aimais quand même beaucoup faire rire. Voilà, j'ai tout de suite voulu me lancer, écrire des petits passages, des petits sketchs. Et en fait, c'est un peu comme ça que est venue dans ma tête l'idée d'écrire un spectacle. Et d'écrire un spectacle sur quoi? Sur le fait que quand je suis arrivée à Paris aussi, ce qui m'a un peu bouleversée, c'était la rencontre avec le milieu queer, la communauté LGBT, et le fait de moi me découvrir, enfin, assumer finalement que j'aimais les filles. Et voilà, et comment dire, me découvrir encore plus et m'assumer et parler de ça sur scène. Voilà. Donc quand tu es arrivée à Paris, il y a eu un gros shift parce que à la fois tu t'es lancée officiellement dans le stand-up, c'est ça? Et en même temps, tu découvrais donc la communauté queer enfin, comment tu as vécu cette période rétrospectivement parlant? Alors, en fait, sur la partie de s'avouer à soi-même que j'aimais les filles, etc., je pense que c'est venu même un petit peu plus tôt. C'est-à-dire que pendant mes études à Lyon, je savais que c'était un truc qui était quand même un peu dans un coin de ma tête, mais que j'osais pas forcément ouais, m'avouer ou regarder plus ouvertement, on va dire. Et quand je suis arrivée à Paris, c'était un peu pour moi les États-Unis de la France. Non mais je sais pas, genre tout est possible, il se passe plein de choses à Paris et je savais que c'était là aussi où il y avait des soirées queer, lesbiennes et donc en tout cas c'est à Paris que je me suis dit Tani, si tu veux savoir si tu l'es ou pas, il faut que tu sortes et que tu ailles découvrir ces soirées-là et ce milieu-là. Et en fait c'est venu aussi avec toute une découverte de ma part du féminisme et d'une prise en compte justement
du fait que être une femme dans cette société, c'est pas anodin. Il y a des choses qui se recoupent avec d'autres femmes. Pareil pour le fait d'être métisse. Tout ça est un peu venu en même temps. C'est vrai que je ne le dis pas forcément, mais aussi je pense qu'au moment où je fais mon coming out, où je découvre en tout cas cette pensée féministe, c'est aussi le moment où j'arrête de me défriser les cheveux, où je me rends compte que ça vient pas de nulle part et qu'il y a d'autres filles métisses comme moi ou noires qui n'aiment pas leurs cheveux et qui ont les mêmes questionnements que moi. Et donc, voilà, tout ça me bouleverse un peu en même temps et je me dis, moi aussi j'ai envie d'en parler parce qu'en fait je me rends compte que d'autres en ont parlé et c'est comme ça que moi, ça m'a permis en fait de mettre les mots ou le doigt sur certains sujets. Et donc du coup je me dis, moi aussi je veux participer à ça et moi aussi prendre la parole, quoi. Tu te rappelles des éléments déclencheurs? Est-ce que ça a été une lecture, une rencontre, une discussion sur la naissance de tes réflexions féministes, tes réflexions sur ta condition de femme noire, de femme racisée en France et en plus lesbienne? Est-ce qu'il y a eu une fois de plus, des déclencheurs? Il y a eu quelques déclencheurs, par exemple sur la question des cheveux et du métissage, de la couleur de peau, etc. Il y a eu le documentaire Ouvrir la voie d'Amandine Gay, qui moi m'a vraiment bouleversée parce que déjà je n'avais jamais vu autant de femmes noires et métisses à l'écran pendant 1h30 non-stop parler à la première personne de leur vécu et de ce qu'elles vivaient. Et je me suis reconnue dans beaucoup des discours et même en fait ça me permettait de relire des choses que j'avais vécues rétrospectivement. Avec un certain regard, le coup de pas avoir de Barbie noire, ou en tout cas la Barbie noire elle est juste noire, elle n'a pas de métier, ou des choses que j'ai pu entendre pendant l'enfance et que je pense que j'ai un peu minimisé et en même temps je m'en souviens, donc si je m'en souviens c'est que c'est pas anodin. Comme quoi par exemple? Comme par exemple quand j'étais petite je faisais de la danse et il y avait toujours un spectacle de fin d'année et je me souviens que moi à chaque fois que j'arrivais au maquillage, parce qu'il y avait une tenue, un costume et le maquillage, je sentais que c'était toujours un peu le stress, on n'a pas ta couleur, ok toi on va faire différemment, ou même des petites phrases du genre bah oui Tani a le rythme dans la peau, enfin des trucs comme ça que je me disais tiens c'est marrant, je suis la seule à qui on dit ça et pourquoi, et voilà, j'avais pas, après j'étais enfant, hein, j'avais genre 7-8 ans, mais avec le temps tu te dis ok c'était ça vient de là, même des trucs de une petite fille qui me dit bah toi t'as la couleur du caca. Et genre ça quand t'es enfant et tout, bon tu comprends pas, c'est un peu violent et tout, ça peut paraître anodin parce que c'est des paroles d'enfant, mais il se trouve que 20 ans plus tard tu t'en souviens quand même. Dans tes spectacles, tu te livres et tu te découvres beaucoup. Tu parles de tous ces sujets-là, tu parles de ta vie personnelle, tu parles de ce que c'est que d'être une femme lesbienne racisée, etc. Est-ce que ça a été une évidence pour toi? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont essayé de te décourager en disant « Ouh là là, raconte pas trop ta vie » ou « Va pas trop sur ces sujets-là » ? Oui, ça dès le début, il y a eu d'une part, je pense, une crainte, je pense, pour moi de me heurter à un public qui n'avait pas forcément envie d'entendre parler de ces sujets, ou même d'un public homophobe, hein, je pense. Donc je pense que c'était une manière potentiellement de me protéger et de me dire attention, si tu vas dans cette voie-là, tu vas te heurter à des obstacles, quoi. Ce qui est le cas au final? Tu as beaucoup en ligne notamment. Ce qui a pu être le cas, mais il y a quand même eu majoritairement des bonnes surprises. Même moi, quand j'ai lancé mon spectacle, donc au tout début, en septembre 2019, à la Comédie des Trois Bornes, avant la nouvelle scène. Donc c'était vraiment la V0 du spectacle. Jamais j'aurais imaginé une telle réception. Enfin, on a été complet des semaines à l'avance. Il y a vraiment eu un engouement très fort. Et donc là, ça m'a permis aussi je pense, de montrer aux gens, bah non, vous voyez, en fait,
il y a beaucoup de peur, mais il y a un vrai intérêt. Il y a des gens qui ont envie d'entendre parler de ces sujets-là et qui ont envie de rire et qui en ont même besoin. Donc non, je dirais qu'il y a quand même eu plus de bonnes surprises que de mauvaises, même si, voilà, je pense qu'il y a des salles de spectacle ou des festivals, peut-être plus notamment en dehors de Paris, où il y avait une vraie réticence et une vraie peur que ça ne matche pas avec leur public, quoi. Et pareil sur les questions de racisme, les questions d'être une personne racisée, etc. Il y avait, j'imagine, de l'appréhension. Et au final, est-ce que tu trouves un public qui dit merci, ça fait tellement du bien de voir ça et de pouvoir que vous en rigoliez aussi, qu'on puisse en rire. Est-ce qu'il y a une réceptivité? Je pense, c'est un peu la double identification qui est beaucoup, enfin moi où j'ai beaucoup de retours. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'humoristes noirs, métis, peut-être moins de femmes, mais il y en a. Enfin, en tout cas, on en trouve sur Internet, dans les théâtres et tout. Pas encore assez, mais il y en a. Mais par contre, des personnes queer et des personnes noires, ça c'est très rare. Et ouais, les retours les plus chaleureux et émouvants que moi j'ai pu recevoir, c'était ça, quoi. C'était je suis lesbienne et je suis comme toi, j'ai la coupe afro, ou je suis pas blanche. Et ça me fait vachement du bien ton spectacle parce que je peux m'identifier et ça fait du bien, quoi. Est-ce que c'est réparateur pour toi? Tu parlais a posteriori, tu as pu relire certains événements de ton enfance où il y avait du racisme ordinaire, si je comprends bien, tu ne l'as pas nommé comme ça, oui. Mais voilà. Est-ce que du coup, de pouvoir prendre la parole là-dessus, il y a un côté d'empouvoirment, de reprendre ton pouvoir et de recréer ton narratif autour de ta vie, ton existence? Oui, clairement, sur les deux sujets, voilà, au début du spectacle, je fais beaucoup de blagues sur mes cheveux, le fait qu'on me touche les cheveux, etc. Et ça, même je me rends compte qu'il y avait des gens qui ne pensaient pas que c'était vrai, quoi. Enfin, même des potes à moi. Et parfois, on était en soirée, en boîte, il y a vraiment quelqu'un qui me met la main dans les cheveux. Et j'ai un pote, il me dit « Ah ouais, mais donc ça t'arrive vraiment, quoi. Genre ce que tu racontes sur scène, c'est vrai. » Je dis « Oui, c'est pour ça que j'en parle. » donc oui, et du coup, en tout cas, j'aime bien le fait que les blagues et mon spectacle permettent à moi de reprendre le pouvoir, mais aussi à mes potes ou à des membres de ma famille de réagir aussi quand ça arrive et de se dire « Ah, mais en fait, ouais, c'est un vrai sujet, on n'y avait pas pensé à ça. » Et sur comment dire, la partie lesbienne, queer, je sais qu'en tout cas, moi, personnellement, le fait de jouer voilà, régulièrement et de m'affirmer, de porter un message aussi Engagé. Ouais, engagé, en tout cas de joie et de célébration aussi de cette identité-là et d'avoir aussi le retour du public et qui porte beaucoup et qui donne beaucoup d'énergie. Ça me porte aussi dans la vie de tous les jours et je sais que ça m'a aidé aussi à m'affirmer. Moi, en tant que lesbienne, j'en discutais avec une amie d'ailleurs il n'y a pas longtemps sur le mot lesbienne, que parfois certaines d'entre nous ont encore du mal à dire publiquement ou même en famille, ou quand on arrive à un apéro, je suis lesbienne. Enfin, ce mot, c'est vrai qu'il a porté tellement la honte et le dégoût ou la tristesse, comme je disais tout à l'heure, que parfois c'est dur de le redire, enfin de le dire, de l'affirmer positivement. Et moi, avec le spectacle, vu que je le dis environ, je sais pas combien de fois, ça y est, quoi, ce mot ne me pose plus de problème. Et je trouve que c'est pas anodin aussi. Ça m'aide aussi à m'affirmer dans la vie de tous les jours, en fait. Est-ce que tu dirais que tu arrives au bon moment? On parle beaucoup de la génération woke qui est soit décriée, soit admirée, soit voilà. Mais est-ce que tu dirais que ton spectacle, au fond, là, il trouve son audience parce que tu arrives au bon moment et que tu contribues aussi à porter ces sujets? Est-ce que, par exemple, il y a 20 ans, il aurait pu exister en tant que tel ou ça aurait été beaucoup plus compliqué selon toi? Je pense je pense qu'il arrive quand même au bon moment. Moi, j'ai été beaucoup inspirée par l'humoriste Shirley Soignon, qui est aussi une personne queer, noire, et je suis consciente du fait qu'elle et d'autres ont clairement ouvert la voie pour aborder ces sujets ouvertement
et sur scène. Et d'ailleurs, a posteriori aussi, moi, quand je vois parfois des malaises ou certains obstacles auxquels j'ai pu me confronter, je me dis, mais waouh, les meufs d'avant, les personnes queer d'avant, c'était chaud. Donc, je suis très consciente qu'il y a quand même eu un gros travail de fait avant. Et je les remercie très fort pour ça. Donc ouais, et puis après je pense que je participe aussi à perpétrer le passage de relais, parce que voilà, avec Mao et Lucie Carbone, deux copines, on a créé le Comedy Love, donc une scène de stand-up qu'on a voulu justement féministe, queer, solidaire, et un espace aussi de travail pour de jeunes humoristes qui ont envie de parler de ces sujets. Et ça a permis effectivement à des humoristes tels que Lou Trottignon, qui joue aussi à la Nouvelle Scène maintenant, de se lancer et d'avoir un espace pour travailler leurs blagues et pour se faire connaître aussi d'un nouveau public. Est-ce que tu as eu la chance ou l'occasion de rencontrer des humoristes de la vieille école, je pense à Muriel Encore Robin, plus avant, ouais, ou Muriel Robin qui est évidemment très connue et qui a en plus pris la parole il n'y a pas longtemps, etc. Mais, ou même juste vieux de la vieille, sans être aussi connu que Muriel Robin. Est-ce que tu as eu un écho sur le regard qu'ils portent sur cette nouvelle génération de stand-uppers? De la vieille génération, franchement, non, j'ai pas pu avoir vraiment des discussions sur. Ou plus récemment, j'ai vu que tu étais sur Inter. Est-ce que tu ça. as eu des échos de c'est super, merci de parler de ça. Enfin, quelle réaction tu vois d'œil de professionnel, quel que soit leur âge à la limite? Bah, moi, on a pu me dire, ah, tu prends des risques, quoi. T'es culotté de parler de ça. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que moi, je le voyais pas forcément comme un risque. Mais du coup, ça me fait prendre conscience que c'est vrai que peut-être qu'à leur époque, c'était plus tabou, en fait, tout simplement. Et après, si je sais que j'avais eu une mini discussion avec Océan qui faisait avant La Lesbienne Invisible. Et parce que quand moi, au début où j'ai commencé des petites dates de tournée en dehors de Paris, le retour que j'avais souvent, c'était bah oui, on avait eu aussi La Lesbienne Invisible. Enfin, genre, comme j'étais lesbienne, on me parle de l'autre spectacle lesbien qui avait été programmé. Et du coup, bah, ça me faisait sourire. Et en même temps, je me disais, bon, bah, c'est cool de savoir qu'il y a déjà eu aussi un spectacle ouvertement sur le sujet qui a été programmé dans ce théâtre. Et que voilà, il y a eu une bonne réception. Donc voilà, ouais. Mais après, j'ai eu aussi l'autre pendant, plus sur le côté, ah, tu sais, ça a déjà été fait de parler de ses cheveux, de trop parler de racisme, etc. Tu devrais un peu parler d'autre chose. Que toi, tu ressens pas. Comment? Personne d'autre te dit ça, ton public, il te dit pas ça, par exemple. Il y a des gens, si, beaucoup sur Internet, par exemple sur Facebook, YouTube, ah, encore une humoriste noire qui nous parle de ses cheveux. Bah, ça veut dire que le problème n'est pas encore traité, voilà. Mais oui, en tout cas, on peut sentir de la part de certaines personnes ou de professionnels hein, aussi le côté je serai toi, j'irai pas sur des terrains trop engagés ou politiques. Et toi, tu as quel rapport par rapport à ça? Est-ce que c'est volontairement un acte, tu le vis comme un acte militant, ou pour toi c'est juste tu racontes ta vie et tu te sers de ce qui existe pour faire rire? Un peu les deux. C'est vrai que, c'est ce que je répète, c'est vrai que le stand-up de base c'est quand même raconter sa vie. Je raconte la mienne, il se trouve que c'est vrai, je suis métisse, j'ai longtemps défrisé mes cheveux, j'ai une meuf. Après, je suis consciente que le dire, c'est un engagement. Donc les deux se mélangent un peu et c'est vrai que moi, en tout cas, naturellement, bah oui, j'ai envie de parler de ces sujets. En tout cas, j'aime bien qu'il y ait des blagues et un peu de la réflexion ou un truc qu'on n'aurait pas entendu. Trouver un axe un peu frais, un peu nouveau quoi,
même sur l'actualité ou sur... on peut parler du métro, mais je vais rentrer par un axe un petit peu dévié. On l'a un petit peu abordé tout à l'heure, mais donc il y a Muriel Robin qui a fait un peu le buzz, si je puis dire, il y a quelques semaines, jours. Alors, je ne sais plus les propos exacts, mais je crois qu'elle a dit que elle parlait de la difficulté de faire son coming out quand on est un personnage public, notamment comédien et ou stand-upper humoriste. Est-ce que ça t'approuve, enfin, est-ce que toi tu étais d'accord avec ce qu'elle disait, ou est-ce que tu te dirais que ça a déjà changé dans ton expérience, que c'était peut-être plus vrai de son temps, entre guillemets, quand tu étais plus jeune, ou voilà, quel regard tu portes là-dessus? Bah moi, déjà, je peux pas trop... Elle parlait quand même majoritairement du cinéma, et c'est pas un milieu que je connais, que je fréquente, donc je suis pas légitime pour parler de ça, et je pense qu'en vrai... déjà, j'ai pas l'impression de connaître beaucoup d'actrices célèbres out en France, ni d'acteurs même, donc je pense qu'elle a très probablement raison. Et pour le milieu de l'humour, bah oui, c'est pareil. Quand j'entends en tout cas même les témoignages de Charles Soignon, Marine Baousson, je pense que se dire ouvertement lesbienne, c'était pas forcément chose facile. Et oui, ça pouvait mettre en danger peut-être ta carrière. Donc ça, je pense qu'elle a raison. Après, je pense que aujourd'hui, les choses avancent, les lignes bougent un peu, donc il y a de la place, je pense, pour le faire, et plus on sera nombreux à le faire, et plus ça ira mieux, je pense. Donc il faut que l'impulsion, elle vienne collectivement, quoi. Est-ce que tu penses qu'un jour, tu en auras marre de parler du fait d'être lesbienne, des questions queer, des questions... Est-ce que tu auras envie de changer de sujet? Ouais, je pense. Je pense que ce sera moins central. Parce que même encore aujourd'hui, ça m'arrive de me dire que ce serait bien que je raconte d'autres choses. Mais en fait, j'ai l'impression que même si je vais parler d'autres choses, voilà, je pars quand même dans ce référentiel de meuf noire lesbienne. Donc forcément, je pourrais avoir un avis différent relatif à ce que je suis. Donc je pense que ce sera toujours quand même un peu là. Mais effectivement, peut-être que dans un prochain spectacle, je pense que ça n'occupera pas une place aussi centrale. Et tu sais déjà sur quoi tu as envie d'écrire? J'ai des idées, mais je peux pas dire Oui, encore. non. Et puis tu peux peut-être pas les partager non plus. Oui, puis, ça se trouve, dans 15 jours, j'aurai une nouvelle idée. Est-ce que tu penses qu'on peut tout dire avec l'humour? Que l'humour permet d'aborder tous les sujets? Honnêtement, je pense que on peut, oui, je pense qu'on peut rire de tous les sujets. Après, il y a la manière de le faire. Je pense il faut faire attention au timing, au contexte, À ce qu'on dit. à qui on s'adresse, comment on dit. Mais je pense que oui, on peut faire des blagues sur tout. Voilà. Et on parlait tout à l'heure du cinéma, où tu disais que c'était pas ton milieu à date. Est-ce que tu as commencé par le théâtre? Est-ce qu'il y a une envie de retourner vers le théâtre ou carrément d'aller vers le cinéma à un moment donné si on te propose des choses? Pourquoi pas? Écoutez, si demain Céline Sciamma m'appelle, voilà, je prendrai le téléphone. Après, je pense que c'est vraiment un autre métier. Pour le coup, même pour avoir participé ponctuellement à des séries ou des petits courts-métrages, je me rends compte que c'est vraiment pas le même travail. Le théâtre, le stand-up encore plus, on est vraiment sur de la spontanéité, de l'interaction avec le public. Dans le stand-up, le public, il est hyper important. C'est lui qui nous porte, qui nous donne l'énergie, qui nous donne le retour direct sur ce qu'on vient de faire. Le cinéma, le public, il est 2 ans plus tard, une fois que tout est monté. Donc c'est une autre énergie de jeu. Et souvent, il y a plein de prises, il faut le refaire. Voilà, je suis pas sûre que ça soit ce qui m'attire le plus, mais ce serait intéressant à travailler. Mais moi, en tout cas, j'ai vraiment
oui, j'ai vraiment un amour du spectacle vivant, de la rencontre, on coupe les téléphones et on s'écoute et on rit ensemble, on partage le même instant. Ça j'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Cette rencontre, j'aime beaucoup cette rencontre avec le public où on ne se connaît pas. Je ne sais pas ce que tu as fait 2 heures avant, quelle journée tu as eu, mais maintenant on est ensemble et on s'écoute, on partage, on essaie de créer du commun et de partager des émotions ensemble. Ça, j'aime beaucoup et toutes les rencontres que ça amène même voilà, des retours du public, des rencontres avec d'autres artistes. Je trouve ça hyper enrichissant. Est-ce que tu as encore le trac aujourd'hui quand tu vas monter sur scène pour ton spectacle ou est-ce que tu es tellement rodé que plus du tout? Non, je pense que le trac il sera toujours là juste avant de monter sur scène parce qu'on ne sait pas justement comment ça va se passer. Il y a toujours un pourcentage d'imprévus, de est-ce que ça va matcher, est-ce que la rencontre va se faire. Mais c'est ça aussi qui rend le truc excitant. Mais oui, non, toujours un petit peu de trac. Après, beaucoup plus à l'aise. Enfin voilà, j'ai pas de doute sur mon texte. Je sais que je sais faire. Je maîtrise aussi l'imprévu. Je sais que je peux rebondir, je peux réagir. Mais oui, je peux pas dire qu'il y a 0 trac, non. Donc si j'ai bien compris, tu accompagnes des jeunes ou en tout cas des personnes à se lancer vers le stand-up? Ponctuellement, oui. Ponctuellement. J'imagine, tu m'arrêtes si je me trompe, qu'un des trucs qui fait le plus stresser, c'est déjà d'être en live avec un public, ouais. Déjà rien que ça, et notamment l'imprévu comme tu disais, et on ne maîtrise pas en fait, on est sans filet. Comment est-ce que tu accompagnes les personnes dans ce stress parce que j'ai l'impression que c'est un métier qui fait fantasmer énormément le stand-up. Et en même temps, il y a aussi plein de gens qui n'osent pas y aller parce que j'imagine que c'est tellement... c'est hyper impressionnant. Comment est-ce que tu accompagnes des gens qui se lancent ou s'il y a des gens qui nous écoutent qui aimeraient se lancer, c'est quoi tes conseils sur comment tu gères ce stress, quoi? Moi, je pense que le théâtre d'impro m'a beaucoup appris là-dessus, sur gérer l'imprévu, parce que l'impro, c'est de l'imprévu, quoi. Et c'est que inventer des histoires avec quelqu'un que tu ne connais pas et avec un public que tu ne connais pas. Et donc, le théâtre d'impro m'a appris à ne pas avoir peur du vide. Parfois, on apprenait même à faire des impros seuls, en fait, sur scène, et il fallait se nourrir de ce que tu vois, etc. Et je me souviens que les conseils des profs, c'était qu'il faut se faire confiance, en fait. Et ne pas être dans le jugement de soi-même et des autres, quoi. Enfin, il y a un truc un peu je pense, d'humilité à avoir dans cette discipline et de sincérité. Et donc, à partir du moment où tu sais que ce que tu vas dire, c'est forcément... Ouais, ce sera des choses sincères et humbles. A priori, il ne peut rien se passer de oui, il n'y a pas de risque. Sauf si tu as vraiment un personnage... voilà, très marqué, mais en tout cas, moi qui suis dans un truc un peu naturel, je me fais un peu confiance là-dessus et j'ai l'impression que les gens le sentent et du coup, il n'y a jamais vraiment d'accident. C'est quoi le pire truc qui t'est arrivé? Le moment où tu t'es dit, waouh, là, est-ce qu'il y a eu un moment comme ça? Oui, des bides ou des moments où les gens adhèrent pas à ce que je dis ou à ce que je fais ou à même à mon énergie et là... Tu sais que ça va être très long parce que... Comment tu le sens que ça... Je sais pas, tu sens que ça ne matche pas et... Ils rigolent pas. Et c'est difficile, quoi. Mais il faut continuer. Il faut continuer, essayer de les attraper et tout. Donc ça... Ouais, ça c'est dur. Mais en tout cas, ce que je dis... Quand je travaille avec des personnes, par exemple, avec qui on a fait un atelier d'écriture et tout, je leur dis que... Moi, en tout cas, même avant de passer sur scène, je fais en sorte que le public soit hyper bienveillant et justement ne juge pas la personne sur scène parce que c'est ses débuts, etc. Et donc, du coup, j'essaie d'établir un peu un contrat de confiance. Mais ça, on ne te le fait pas pour toi? Non, on le fait pas pour moi. Mais tu as l'habitude maintenant, au pire. Mais ouais, non, mais je me dis, fais du mieux que tu peux et puis... si ça se passe bien et que les gens
sentent que tu es dans cette énergie-là, normalement, ça va aller. Puis si ça va pas, franchement, c'est pas grave, quoi. Il y a des choses plus graves dans la vie que bider pendant 10 minutes. Est-ce que j'ai l'impression que quand on fait du stand-up, alors toi tu as un spectacle qui est rodé, qui tourne, etc. Donc c'est encore autre chose, mais sur d'autres formats potentiellement, sur d'autres formats, faut toujours se réinventer, faut toujours être à l'affût j'imagine, des bonnes tournures de phrases, des jeux de mots, des blagues, etc. Comment tu fais pour rester inspiré, tout simplement? Comment je fais pour rester inspirée? Je sais pas, je pense à ce qui me fait... Moi, je travaille beaucoup sur l'émotion. D'ailleurs, c'est souvent ce que je dis quand je fais des ateliers d'écriture. Voilà, penser à un truc qui m'a fait rire dernièrement, ou qui m'a mis en colère, ou qui m'a rendu triste, ou qui m'a émerveillée. Généralement, du coup, je vais avoir envie d'en parler, je vais avoir un élan, en fait. Et ouais, je pense que ça va m'inspirer pour en parler et pour écrire des blagues dessus. C'est souvent un peu comme ça que ça vient. Ou même des situations du quotidien. Moi, je note beaucoup de choses sur mon téléphone. Dès qu'il y a un petit truc qui se passe, je me dis « Ah, là, c'est marrant ce que j'ai pensé ou ce qui s'est passé. » Et je peux le reprendre aussi plus tard en essayant de tirer ce fil. Est-ce qu'il y a une recette des blagues qui marchent ou pas du tout? Une recette des blagues qui marche? En généralement, il y a des thèmes qui marchent. J'avais un prof d'impro, même quand il nous demandait d'aller sur des trucs un peu comiques, c'est un peu... Enfin bref, c'est un peu étrange, mais en tout cas, il me disait il y a 3 thèmes qui souvent intéressent le public, c'est le sexe, la mort et la politique. Est-ce que toi, tu trouves que c'est vrai? Oui, au vu du nombre de personnes qui font des blagues sur le cul, ça, je pense qu'on est à peu près bon là-dessus. Et sur la mort, il y a un côté un peu... c'est interdit. Ça dérange. Voilà, ça vient chercher un truc très profond dans nos émotions. Donc, mais c'est plutôt de l'humour noir, dont je ne suis pas la spécialiste, mais en tout cas, oui, ça marche. Et oui, l'actualité, enfin, les trucs politiques, ça, souvent, les gens ont envie et besoin de rire dessus. Donc, ça fonctionne toujours. Et toi, tu te dis qu'un jour, tu parleras de ces sujets-là ou du coup, tu te dis non, non, mais pas du tout, je vais continuer de partir de moi, de mes émotions Il y en a forcément toujours un peu. Après, ouais, j'aime bien quand même partir de moi, d'un truc précisément dont j'ai envie de parler et qui fait sens pour moi. Parce que, en fait, le métier de stand-upper, c'est aussi un métier très fatigant. Et il faut tenir dans la durée. Et donc, si t'es pas à fond dans ce que tu veux défendre et si tu mets pas... Enfin, moi, en tout cas, si je mets pas un minimum de sens dans mon travail, c'est compliqué, quoi. Enfin, ça va vite me saouler. Donc, il faut que ce soit un truc que je suis prête à défendre tous les soirs, même quand je suis malade, même quand j'ai pas d'énergie, pendant 5 ans s'il le faut. Mais donc, il faut que ce soit un peu viscéral quand même. Qu'est-ce qui est fatigant dans ce métier? Eh ben, on joue tout le temps. C'est un travail aussi de répétition, de rythme à capter. Donc voilà, quoi, moi, 6 jours sur 7 pratiquement où je suis dans des comédie clubs à soit travailler des nouvelles blagues, soit faire la promo de mon spectacle. Puis le spectacle, voilà, on le joue aussi beaucoup de fois. Il y a beaucoup de concurrence aussi maintenant dans ce milieu, donc il faut se démarquer, donc il faut être un peu partout, mais aussi sur les réseaux sociaux, faire des vidéos, etc. Donc ouais, puis c'est beaucoup finalement de promos qui reposent sur l'artiste, donc c'est beaucoup de travail. Beaucoup d'énergie. Ouais. Est-ce que parfois tu te dis que tu as échappé au fait d'être ingénieur? Alors, c'était pas un métier qui me déplaisait. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce travail aussi. C'est plus l'environnement. Donc, je suis contente. Le côté administratif,
collègues majoritairement masculins, hétéros, qui font des commentaires ou des blagues qui me donnent envie de me... Voilà. Ça ne me manque pas. Mais non, mais sinon j'étais très heureuse de travailler sur l'environnement et de faire mon métier d'ingénieur. Voilà, le besoin de prendre la parole était plus fort. Donc tu penses que quoi qu'il arrive, tu aurais fini par faire du spectacle, quelle que soit la forme qui se dégageait? Bah ouais, enfin, en tout cas, j'aurais eu besoin de m'exprimer. Quand tu étais petite, c'était déjà là, tu avais cette tendance à improviser des spectacles dans le salon, de faire, voilà, ou c'est vraiment... Tu as dit que tu étais timide aussi, Ouais. mais est-ce qu'il y avait un certain cadre où tu t'autorisais à faire le clown ou je sais pas? Oui, sur exprimer des sujets intimes ou politiques, pas du tout. Mais d'ailleurs, même encore aujourd'hui, hein, je ne suis pas non plus la première à faire des tirades à table ou des trucs comme ça. Mais par contre, faire une rire. pitre, bien sûr. Ça, j'étais, oui, clown since 1990. On dit souvent d'ailleurs que les humoristes ont un côté potentiel, peut-être pas tout le monde, mais un côté clown triste. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te parle? Est-ce que tu as en perso parfois des élans de tristesse? Je sais pas comment le dire autrement. Ouais. Enfin, en tout cas, je sais que je suis quelqu'un qui a tendance à toujours vouloir être dans l'optimisme, dans la joie, la bonne humeur, et à enfouir un peu les émotions plus basses, plus tristes. Ça, c'est vrai. Et du coup, là, par contre, quand je suis dans la tristesse, j'y suis à fond, quoi. Mais maintenant, je sais que je suis comme ça. Et je le gère mieux. Et donc, je m'autorise à me dire, bon, bah là, c'est 2 heures de tristesse. mais en tout cas, et après, il y a toujours aussi quand même ce besoin de lumière et de... Ouais, et de joie, mais je pense, qui est très familial aussi. J'ai des parents qui sont comme ça, une grand-mère qui était comme ça, donc c'est comme ça que j'ai grandi, quoi.